Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Le courant néoplatonicien, aperçu historique, mystique et philosophique. Ami, parler du courant néoplatonicien, c'est nous replonger dans l'Antiquité, à la fois de la Grèce et du bassin méditerranéen, mais aussi dans ce qui est notre source, parce que l'Antiquité a été très riche en influences de diverses origines. Pour pouvoir parler du néoplatonisme, il nous faut nous replonger dans ses origines, parce que néo, ça veut dire nouveau, ou résurgence des idées qui nous proviennent de Platon. C'est une façon de résumer les choses, bien entendu. Pour voir ce qui émerge vraiment et qui est essentiel dans ce courant néoplatonicien, il faut retourner à sa source et aux grands philosophes qui ont précédé Platon et à Platon lui-même. Et par la suite, il y aura d'autres philosophes qui vont continuer à propager les grandes idées du platonisme pour pouvoir comprendre quelles sont les idées qui sont présentées, qu'elles apportent aussi de particulier. Aussi, il nous faut nous replonger dans ces différentes expériences mystiques que Plotin a faites. On nous dit qu'il a réussi cette union avec le divin, union à laquelle il aspirait très ardemment. Dans l'Antiquité grecque, il y avait d'abord Pythagore. On ne parlera pas de ceux qui l'ont précédé, mais Pythagore, on le situerait vers moins 580, moins 500, c'est-à-dire 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est une figure à la fois très mystérieuse, parce qu'il a posé beaucoup de problèmes aux historiens pour essayer de cerner qui il était. Bien qu'on pense qu'il n'ait pas écrit lui-même, sa pensée quand même et sa philosophie a été transmise par une tradition orale, mais en revanche, elle a influencé et marqué fortement son époque. Pythagore, nous dit-on, est un penseur essentiellement religieux. Il semblerait qu'on lui doive aussi le terme de philosophe qui apparaîtrait pour la première fois avec lui, c'est-à-dire celui qui aime la vérité, la sagesse, et c'est vraiment ce à quoi il s'est appliqué. On nous dit qu'il est né sans doute à Samos, en Asie mineure, et il a fondé une communauté qui était, paraît-il, religieuse et politique, qui a eu un retentissement absolument incroyable. Ce qui est important vraiment dans ce personnage et aussi dans sa pensée, dans ce qu'il a apporté à son époque, c'est qu'il avait plusieurs objectifs. Il faisait partie d'un courant mystique de cette époque et lui-même était en lien avec des influences orientales. Ce qu'on connaît de lui habituellement, ce sont les mathématiques, le théorème de Pythagore, mais c'était un homme très complet qui s'était intéressé à beaucoup d'aspects de la vie qu'il avait essayé de symboliser dans différents aspects, certains connus, d'autres moins connus. La science qu'il avait développée, qui était très très riche parce que ça concernait aussi l'astronomie et la façon dont le monde fonctionnait, était une base de ce qui a donné naissance aux mathématiques dans ce bassin grec et qui fournit en même temps un chemin qui amène au divin et qui pousse à réaliser une sorte de modèle de l'ordre dans les lois de la cité. Finalement, sa visée était non seulement l'élévation, une philosophie et sans doute un mysticisme très élevé, mais en même temps de l'appliquer, de pouvoir en faire profiter pour essayer de réaliser une sorte de société idéale et donc en faire profiter l'humanité de son époque. Il a des visées politiques, bien entendu, et ce qui va être particulièrement représentatif de sa pensée, qui est en plus sans doute très caché dans son sens profond, parce que on en connaît des aspects qui ont été transmis, mais on ne connaît pas ce qu'il disait à ses disciples de l'époque. Ce qui le représente pour nous en théosophie particulièrement, c'est cette fameuse tétractis. Peut-être que tout le monde connaît cette figure, qui est un grand triangle. C'est un triangle à trois côtés identiques. Le sommet, c'est le premier point qui est en haut. Et chaque côté contient finalement au total 4 points, ce qui représente 4 plans successifs. Le premier point, c'est ce qui est la racine de tout, que l'on ne peut pas connaître.
qui est l'origine, on pourrait l'associer aussi en théosophie à l'absolu peut-être, qui va projeter d'une certaine manière dans le niveau numéro 2, qui va représenter le monde intelligible, le monde des idées, ce qui va permettre au monde numéro 3 de former des archétypes, des organisations de l'univers. C'est, nous dit-on aussi, l'unité de l'intelligence qui est déployée, et c'est comme l'âme qui est reflétée sur ce plan-là comme étant vraiment sa propre image. Le dernier, c'est l'aspect objectif du monde, et c'est le dernier où il y a 4 points en bas. C'est l'univers objectif perceptible, c'est tout ce qui a trait au sens, au corps, au volume, et c'est le déploiement, nous dit-on, des 3 plans précédents. Le premier, donc l'être, qui est l'unité première, qui n'a aucune origine, tout en étant l'origine de toutes les autres unités. Le deuxième, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intellect, l'intelligence. On va voir aussi que Plotin va utiliser le monde intelligible, qui est la racine de la raison. Elle correspond aussi au nombre 2. Et puis c'est le début de la différenciation, la manifestation. On pourrait imaginer aussi que ça correspondrait au logos dans la doctrine secrète, par exemple. Donc 3, c'est l'âme ou la raison. Et puis donc, on a dit le dernier plan, c'est le monde physique. Il semble aussi que cette Tétractis garde des secrets en elle parce que c'est aussi une façon pour les initiés d'aborder l'univers, à la fois la construction mais aussi la façon dont ce un premier va développer cet univers. Et il semble que le sens vraiment profond soit réservé aux initiés ou aux disciples des initiés et que ce soit une clé certainement importante pour mieux comprendre en quoi ça consiste. On nous dit aussi que chez Pythagore, la base de toute chose, c'est le nombre. Il est inséparable de tout ce qui concerne le nombre. Et d'ailleurs, Platon aussi en parle. Il dira que lorsque le monde commence à se manifester, à s'objectiver, l'apparition de toutes les formes est aussi soumise au nombre, à cette idée de nombre, non pas en tant que nombreux, mais bien entendu en tant que des niveaux différents et qu'on peut symboliser cette formation du monde et son organisation par le nombre. On dit aussi que, par exemple, Pythagore connaissait la métrique, sans doute, et utilisait le même nombre de syllabes comme dans les mantras des versets hindous, parce qu'il y a dedans toute une symbolique et sans doute une connaissance et une science qui est cachée. Quand on aborde des livres comme la Bhagavad Gita, la Voix du silence, par exemple, on sait que ces textes sont chiffrés d'une certaine manière et que ceux qui sont capables de lire à travers ce chiffrage, à travers les sons et la façon dont c'est organisé et aussi rythmé, ça permet d'avoir un autre niveau de compréhension de ce qui est dit dans ces textes. Pour en terminer avec Pythagore, on nous dit que les nombres de la Tétractis se trouvent aussi dans les versets du Tao Te Ching, où Lao Tzu dit que le Tao engendre le 1 engendre le 2 engendre le 3, et le 3 engendre toute chose. Là, on voit les prémices, les idées essentielles du mouvement néoplatonicien. Après lui, entre le 5e et 4e siècle, c'est l'époque de Socrate, on voit qu'il y a comme ça 3 philosophes, Pythagore, Socrate et Platon, qui se succèdent, pas forcément l'un derrière l'autre, mais qui ont une influence absolument gigantesque et qui sont pour nous des références vraiment importantes. Il est né à Athènes, on ne sait pas grand-chose de lui, parce que Socrate n'a rien laissé par écrit. On a eu des témoignages des fois lointains de sa vie. En revanche, Platon le décrit comme étant quelqu'un qui déambulait dans Athènes, qui questionnait ceux qu'il rencontrait et ironisait sur ces personnes parce qu'elles pensaient tout savoir et lui leur montrait, par sa façon d'utiliser le langage et la logique, leur montrait que finalement, elles ne savaient pas grand-chose de ce qui était essentiel. Et Socrate, qui a été le maître de Platon, va l'influencer. Platon va recevoir des enseignements dont on ne connaît pas forcément la teneur, mais qui vont former sa pensée. Nous en arrivons à Platon, qui va justement être à l'origine de ce mouvement néoplatonicien. Il serait né en 428 ou 427 avant Jésus-Christ, à Athènes,
En fait, on pense que c'est dans ces années-là, on n'a pas de date très précise. Et puis mort à plus de 80 ans en 348 ou 347, avant Jésus-Christ, bien entendu. Platon a beaucoup utilisé dans ses écrits différents styles, différentes façons d'aborder ce qui lui semblait essentiel. À travers des mythes que l'on connaît bien dans la République, par exemple, qui est une succession de mythes différents qui parlent d'aspects différents aussi de l'homme, de la façon dont les âmes reviennent à l'existence terrestre, dans la caverne, l'élévation, la sortie du monde illusoire de la vie vers la lumière du soleil spirituel et le retour nécessaire de celui qui a découvert ce qu'était la vérité. Platon utilise cette façon de présenter des idées vraiment fondamentales à travers les mythes, mais aussi à travers des dialogues et ce qu'on appelle aussi la dialectique. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, si ce n'est qu'il montre que tout est illusoire dans la vie. Il s'intéresse vraiment à la place de l'homme dans la société et à essayer de former un monde beaucoup plus idéal, plus parfait, dans lequel les hommes seraient éclairés, auraient accès à la connaissance qui leur permettrait de s'élever jusqu'à la source de tout. C'est pourquoi il parle justement de cette illusion par rapport à l'essence, qui est l'idée éternelle, qui est l'essence de tout objet, de toute forme. Et ce qui l'anime, c'est quand même la recherche du beau, du vrai, du juste. C'est ce qui est vraiment particulièrement important pour lui. Il connaissait bien les mathématiques et tout ça. Il était vraiment dans le droit chemin, la droite ligne de ce qu'avait laissé Pythagore. Mais lui, il avait sa façon de se diriger vers le divin et de l'exprimer. Dans un ouvrage qui est très important et en même temps très difficile à lire, si jamais vous avez l'occasion de vous plonger dedans, c'est le Parménide, qui est le nom d'un personnage, qui était un philosophe que sans doute Platon n'avait peut-être pas rencontré, mais il dialogue avec lui par le biais de Socrate et puis après par celui d'Aristote. C'est un texte qui est assez complexe parce que, comme dans tout Platon, il pose des questions continuellement. Il dit, n'est-ce pas que telle chose est comme ça? Certes, c'est vrai, répond l'interlocuteur. Et donc, on ne peut en déduire que ça, mais oui, c'est vrai, mais si vous ne croyez pas que c'est comme ça, et ainsi de suite, et il finit par nous perdre un petit peu en cours de route. Et vraiment, l'élément fondamental de cela, et qui est propre au monde hellène ou des Grecs, c'est l'idée du un et du multiple. Il y a trois couples qu'on peut trouver, trois combinaisons, le un et le non-un, c'est-à-dire que ce qui est un, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un aspect dont on ne peut rien dire, qu'il ne peut même pas être défini comme étant un, parce que sinon, le un serait quelque chose de fini qui pourrait être qualifié. Mais le un, c'est aussi le non-un, l'être et le non-être. L'être, bien sûr, c'est aussi ce qui se manifeste de ce un. Et peut-être il y a aussi un non-être, l'absolu, le relatif. Et finalement, ce Parménide va nous amener à la découverte de la façon dont le un peut devenir multiple sans pourtant ne plus être un. C'est ce que Plotin va reprendre et développer par la suite. Mais c'est important parce que lorsqu'il y a cet absolu ou cet un originel, est-ce qu'il y a, quelque chose se manifeste de lui, est-ce qu'il y a une perte de quelque chose dans ce un? Est-ce qu'il reste toujours complet lui-même, ou bien est-ce qu'il perd quelque chose dans ce qui se manifeste de lui? Et ce qui se manifeste, est-ce que ça peut être un fragment, donc autant de fragments de lui-même, ou est-ce que ça ne change rien? Et que sont alors ces fragments? Et cette multitude, est-ce que tous ensemble, ils forment ce un, ou alors ils sont encore autre chose, et pourtant ils sont en relation avec ce un? Dans les livres de philosophie, on peut voir que l'analyse qui est proposée, c'est que ce Parménide, c'est une sorte de jeu qui va, sous la forme d'une dialectique, avoir comme un parcours initiatique, c'est-à-dire il va nous emmener vers quelque chose d'inconnu. Cette vérité suprême ne peut pas se donner directement. Platon ne donne pas de solution dans ce dialogue. En fait, c'est un dialogue au final de Parménide avec Aristote qui ne sert que d'interlocuteur, mais Parménide fait quasiment un monologue. C'est comme une sorte de labyrinthe qui va faire une sorte de sélection
chez celui qui va lire ce Parménide et qui va l'emmener comme une sorte de promenade dans une sorte de jardin, celui du savoir. Et ceux qui sont impatients ou qui n'ont pas d'attitude suffisamment métaphysique vont être perdus. Et puis ceux qui, au contraire, ont une intuition, vont saisir à travers un discours qui peut perdre le sens et garder le fil conducteur profond, vont sans doute trouver des vérités ou une vérité, c'est-à-dire s'approcher vraiment du but de ce qui est proposé. Là, à nouveau, Platon nous amène à réfléchir et à trouver à travers des éléments qui ne sont pas forcément clairs, mais en tout cas qui sont importants, fondamentaux, des éléments d'une vérité qui devrait tous nous rassembler, qui est une vérité quand même qui nous dépasse. Après, Platon, on peut parler d'Aristote. C'était un homme très complet, imprégné de tout ce courant pythagoricien et platonicien, qui a en même temps synthétisé tous les savoirs de son temps. Il était très, très instruit et il avait développé énormément de connaissances dans tout ce qui était cadre logique, théorique, politique, de la connaissance, etc. Il avait une vision organisée de l'univers et il emmenait vraiment l'étudiant vers un savoir et la compréhension de toute l'organisation du monde dans tous ses moindres détails pour permettre la compréhension aussi de la façon de revenir à ce divin d'origine. Il reste pour nous le créateur de la logique. On nous dit qu'il existe 4 types de causes qui permettent de connaître et de comprendre la production de la réalité, selon Aristote. D'une part, la cause matérielle, c'est-à-dire ce dont une chose est faite, la cause formelle, la forme, le modèle qui est immanent aux choses, la cause efficiente, c'est-à-dire le moteur ou l'agent qui permet d'obtenir cette forme, et la cause finale qui est la raison ou la fin d'une manifestation, de la forme, des différentes expériences, etc. Il y a dans sa vision quelque chose de très métaphysique, c'est-à-dire qui va au-delà du physique, alors que pourtant il était excellent dans ce domaine pour expliquer beaucoup de choses, mais c'était une science métaphysique aussi à sa façon. Et l'objet de cette métaphysique, c'était la recherche de Dieu ou la recherche de la perfection et de la transcendance vers laquelle il fallait se mouvoir. Dieu ou ce un originel était finalement ce premier moteur. Et si on comprenait tous les changements qu'il causait dans le monde, on pouvait en même temps comprendre en partie ce qu'il était. Il nous a apporté cette vision des structures qui existe encore et qui nous imprègne complètement. Après ces quelques philosophes de l'époque, on arrive dans des grands changements dans ce monde et le courant platonicien ou les idées platoniciennes semblent disparaître, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a eu différentes écoles qui ont fonctionné toujours sur la base de l'enseignement de Platon, des idées de Platon, et de plus, souvent se sont appuyés sur ses écrits, en particulier le Parménide. Par la suite, chez les néoplatoniciens, ce sont souvent des commentaires et des explications pour nous faire comprendre ce que signifiait ce Parménide, qui a été la base finalement de ce courant qui s'est maintenu, qui n'a pas eu forcément de grand retentissement, mais qui a quand même été persistant. Entre la fondation de l'Académie de Platon en moins 388, on va voir se former l'école paléoplatonicienne ou le platonisme ancien. Puis, quelques décennies avant Jésus-Christ, ça sera l'école médio-platonicienne ou moyen-platonisme ou le platonisme éclectique qu'on va retrouver en Égypte, à Athènes, entre autres avec Plutarque. Après, entre autres vers 155 après Jésus-Christ, apparaît Numenius d'Apamée. Apamée, c'est en Syrie. Numenius, il est instruit dans le platonicien et dans le pythagorisme, et il brouille un petit peu cette distinction entre ces différents courants. Apparaît aussi Philon d'Alexandrie, qui a traduit le judaïsme en termes stoïciens, platoniciens et néo-pythagoriciens. Ça, c'est pour poser la base de ce qui précède le néoplatonisme. Ce courant néoplatonicien va ressurgir à Rome, en particulier au
IIIe siècle, vers 232 après Jésus-Christ, sous l'influence d'Ammonios Saccas, mais ce n'est pas lui qu'on considère comme étant le représentant ou le fondateur réel du néoplatonisme. C'est plutôt Plotin. Ce courant du néoplatonisme durera jusque vers 544 avec Damasios, qui sera le dernier représentant de ce courant du néoplatonisme. On sait que ce courant néoplatonicien émerge à nouveau de manière très très forte grâce à l'action et aux enseignements et à la suite de recherches, bien entendu, personnelles de Plotin. Mais les néoplatoniciens, ils ne s'appelaient pas néoplatoniciens eux-mêmes, ils s'appelaient tout simplement des platoniciens parce qu'ils adhéraient aux idées de Platon et essayaient de faire comprendre ce que Platon disait dans ses écrits de façon parfois très cachée. Donc, on tentait de concilier cette philosophie de Platon avec des courants qui venaient d'une spiritualité orientale. En quelques mots, on peut dire qu'en Orient, il y avait toujours beaucoup de combats, de guerres, etc. Mais lorsque la Chine, d'une part, s'est unifiée, la paix s'est installée. Pendant le temps qu'a duré cette paix, des échanges ont pu se faire avec d'autres pays. Aussi, l'Inde a délimité ses frontières et les a maintenues pendant longtemps, ce qui a permis des échanges entre le bassin méditerranéen, en gros, et ces pays orientaux. Ammonios Saccas, on ne sait pas grand-chose de lui parce qu'il était comme Socrate, il faisait tout oralement, il avait des disciples. Il semble aussi qu'il les tenait au secret et qu'il ne pouvait révéler ce qu'il leur disait ou leur apprenait, mais il a eu comme élève ou comme disciple Plotin. C'est ce qui nous intéresse finalement, parce que cette école qui a été fondée par Plotin à cette époque-là a permis d'affermir et de préciser une pensée qui était très très large et qui faisait face à la fin de courants du paganisme, aux gnostiques, parce qu'il y avait beaucoup de courants philosophiques, à la montée du christianisme, et ça a permis de se ressourcer à nouveau avec ces courants orientaux. D'ailleurs, Ammonios Saccas, qui s'était tourné un moment vers le christianisme, lui a tourné le dos définitivement parce qu'il considérait que les anciennes traditions, les anciens enseignements étaient plus importants. Avec Plotin, nous allons avoir une vision beaucoup plus poussée que celle de Platon parce que lui, il s'intéresse à l'homme et à son rapport avec le divin ou avec sa source. Il ne se laisse pas influencer par les différents courants qui existent autour de lui parce que sa recherche est une recherche mystique, intérieure, qui vont lui faire définir ce qu'il appelle les hypostases. On rejoint en quelque sorte Pythagore parce que ces hypostases qu'on peut exprimer aussi par ce qui sous-tend quelque chose ou qui est la base, le fondement de quelque chose. Ce sont les trois stades qui permettent la manifestation. Avec Plotin, nous sommes tout à fait dans l'idée d'un univers qui va se déployer, qui va se manifester, émaner, non pas comme un univers qui est créé. Et ces hypostases vont se référer à ce que Platon appelait, pour le un, qui est vraiment la base de tout, c'est le bien. Le bien platonicien, c'est le divin, c'est ce qui est à l'origine de tout. Il y a d'une part le un, qui est la base et le fondement, et qui ne participe pas à l'être, c'est ça qui est intéressant, et en même temps qui échappe à toute connaissance. C'est aussi la transcendance absolue du principe premier. Ce un est au-delà de tout. Mais de ce un déborde, rayonne quelque chose, une énergie, une lumière, comme on décrit, qui va donner naissance, en quelque sorte, à la deuxième hypostase, qui est l'intellect ou le monde intelligible. C'est aussi l'être, et c'est ce qui va être la base de la manifestation d'une certaine manière. C'est le monde des idées, qui va lui-même se refléter dans ce qu'on appelle l'âme. Cette âme, c'est à la fois l'âme du monde, mais aussi toutes les âmes, c'est-à-dire les âmes humaines. On nous dit par exemple que l'un s'écoule à cause de sa surabondance comme un rayonnement ou une émanation. Il se métamorphose dans un état inférieur, d'où la deuxième hypostase qui va se produire,
Et pourtant, il reste toujours lui-même et il n'est pas changé. Je rappelle dans la Bhagavad Gita, le début du chapitre 9, lorsque Krishna dit « C'est sous ma forme invisible que tout cet univers est pénétré par moi, toutes les choses existent en moi, mais je n'existe pas en elles. Cependant, toutes les choses ne sont pas en moi, pénètrent mon divin mystère, je suis moi-même la cause de l'existence des choses, je les supporte toutes, mais cependant, je ne demeure pas en elles. » C'est la deuxième hypostase qui est l'esprit, ou nous aussi, on pourrait dire, le monde intelligible, qui représente la sphère des idées, les archétypes. Il est ce qu'il y a de plus élevé. Il est à la fois tourné vers l'un, parce que c'est en quelque sorte une manifestation de ce un, mais en même temps, il est déjà différencié, il va se tourner vers le plan de l'âme. C'est cette troisième hypostase, parce qu'elle est le reflet de cette deuxième hypostase. On dit que la parole est le reflet de la pensée et l'âme le reflet de l'esprit. Elle est le reflet de l'esprit nous, qui lui-même est le reflet de l'un. Et pourtant, ils sont unis dans leur façon d'être, et bien qu'il y ait une différenciation qui puisse exister à ce moment-là. Et cette âme, c'est l'âme du monde, mais aussi celle qui est capable de se démultiplier en autant d'âmes individuelles. Et on nous propose un petit schéma, c'est celui du point. Le point, c'est le départ, qui va permettre, avec des petits rayons, de faire apparaître des points sur une sorte de cercle. Chaque point, est-ce qu'il est identique au 1? Non, parce que c'est un reflet, c'est une projection. Du coup, il ne participe pas au 1. Si, il participe au 1, puisqu'il en vient. Mais il est sur en même temps un cercle. Est-ce qu'il est différent des autres? Non. Il est le même que les autres. Il est lui-même complètement uni à tous ces points, et pourtant, la somme de tous ces points ne représente pas ce 1. Et en même temps, quelque part, ils contiennent le 1, mais dans une sorte de fraction. Et on revient à ce qu'on avait tout à l'heure avec Pythagore. C'est vraiment une façon très intéressante d'exprimer cet aspect du monde. Et Plotin, qui est un mystique très poussé, raconte comment, dans les Énéades, que Porphyre, qui a été son disciple, a remis en forme, etc., et réorganisé. Il écrit que lorsque le 1 naît en lui le désir de se voir, d'où la projection. La deuxième hypostase, le 1, c'est la première. Et finalement, c'est ce qui va entraîner pour les âmes la descente dans la vie matérielle et la perte de l'origine, la perte de la connaissance de la source réelle, qui est le 1 primordial, ou la source de toute lumière. Comme dans le mythe de Narcisse, qui devient amoureux de son image, à chaque fois que l'âme descend dans le plan de la matière, elle a le désir de se connaître par ce biais-là et de continuer à descendre et de se voir sans cesse et d'expérimenter la vie. Finalement, pour Plotin, il n'y a pas de mal en soi, il y a un bien qui est le divin ou l'origine, le 1, mais le mal, c'est la perte de ce bien, la perte de la compréhension de la lumière, et l'âme qui tourne le dos à la lumière s'enfonce dans les ténèbres et ne le sait pas. Mais elle a en elle ce pouvoir de réminiscence dont parle Platon, c'est-à-dire ce souvenir de son origine. C'est ce souvenir qui va lui permettre de revenir après une procession, c'est-à-dire un processus d'émanation des hypostases, descente dans la matière, puis conversion, c'est-à-dire on se retourne, et là l'âme décide de revenir vers sa source et de retrouver la lumière qui est à son origine. Et nous dit Plotin, lorsque cette âme retrouve sa lumière, elle revient vers le nous, le monde de la deuxième hypostase, elle reçoit la lumière du divin. Que fait cette lumière? D'une part, elle lui montre ce plan divin, mais en même temps, elle apporte la lumière nécessaire pour que l'âme se voie dans cette lumière. Et cette âme aspire à ce moment-là à accéder, en union avec ce nous, à accéder au 1. C'est vraiment l'aspect essentiel de sa théorie des hypostases. Et par la suite, il y aura d'autres philosophes qui vont continuer à propager les grandes idées du platonisme tardif, qui est le néoplatonisme. Porphyre, qui a été son élève, son disciple,
va réorganiser les Énades, mais va écrire énormément d'ouvrages et de commentaires, d'explications. Puis, il y aura Jean Blic, qui lui va se tourner vers la théurgie. Alors Jean Blic, ça sera 250-330 en Syrie. Il vient à Rome et puis finalement il retournera en Syrie. Il sera le troisième maître de l'école néoplatonicienne après Plotin et Porphyre. Il lui-même est très imprégné de toute la sagesse métaphysique et religieuse qui vient d'Égypte, comme Pythagore et Platon. Et il va se tourner vers la théurgie, c'est-à-dire c'est une sorte de magie bienveillante, pas du tout de la magie noire, mais plutôt une sorte de magie cérémonielle, sacramentelle, qui permet de se connecter aux divinités, si on veut, ou à des plans élevés. En 529, l'école d'Athènes sera fermée par l'empereur Justinien. Damasios, néoplatonicien, va partir. Puis finalement, Proclus, un grec de Byzance, est venu à Athènes, etc. Et sera le dernier à quitter cette école platonicienne d'Athènes. Et ce mouvement néoplatonicien va disparaître, ou en tout cas être silencieux d'une certaine manière, pour réapparaître successivement au Moyen Âge, à la Renaissance, puis plus proche de nous, au XIXe siècle, au XXe siècle. À nouveau, on connaît bien Platon et on voit bien que dans cet enseignement, il y a de la théosophie pure, parce que chacun a exprimé à sa façon des idées qui sont absolument fondamentales et essentielles. Pour Plotin, c'était vraiment le retour de l'être. Pour terminer, comment réconcilier la transcendance et l'immanence. Transcendance, c'est ce qui est au-delà de nous. C'est ce que seul Dieu, qui est inaccessible, ne peut pas être connu de l'homme, peut descendre pour aider l'homme à être sauvé. L'immanence, c'est le fait qu'il y a en nous ce divin et que nous puissions le trouver parce qu'il est à notre portée et nous avons les capacités de le faire. Mais ce divin, il est aussi transcendant à sa façon, d'où la réconciliation entre les deux. Et il faut faire coïncider finalement, d'où la coïncidence dont parle aussi Plotin, les deux aspects pour qu'il y ait une union vraiment parfaite entre le un qui est à l'origine et aussi son expression ultime qui est l'âme en pèlerinage. On pourrait dire que dans l'hellénisme, la vérité, on la trouve dans l'homme. S'il l'a oubliée, eh bien, il peut la retrouver lui-même par ses propres forces, à condition de savoir qu'elle est toujours là. C'est ça qui est important. Il n'y a pas besoin de thaumaturge. Finalement, l'homme sait quelque part, et c'est la réminiscence qui agit là, qu'il est une source ou un aspect ou une lumière ou quelque chose de ce divin, et c'est ce qui lui fait aspirer à revenir à sa source. Merci pour votre écoute.